Alors, bonjour à tous. On vous accueille pour ce nouveau webinaire où on va aborder l'insertion professionnelle après un accident de la vie ou une rupture de parcours. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Laurie Prévota, psychologue spécialisée en neuropsychologie, et ma collègue. Et moi, je suis Canel Kussler, également psychologue spécialisée en neuropsychologie. Donc, nous travaillons toutes les deux au sein de l'association FIMECO, qui est une toute nouvelle association qui vise à favoriser l'insertion et le maintien en emploi de personnes en situation de handicap cognitif. Et donc, dans ce webinaire, on va aborder l'insertion professionnelle après un accident de la vie, une rupture de parcours, parce que c'est une thématique, une situation qu'on rencontre fréquemment dans notre activité professionnelle. Et donc c'est souvent des personnes pour qui la vie professionnelle a basculé ou alors est en train de basculer. Et c'est une période qui peut être difficile puisqu'il y a la peur de l'inconnu, l'incompréhension, parfois de la culpabilité. Donc ce webinaire vise à offrir des conseils et des perspectives aux individus, aux professionnels aussi qui accompagnent ces personnes, qui se trouvent vraiment à un carrefour professionnel à la suite d'un accident et d'une rupture de parcours. Donc, qu'il s'agisse de réorienter une carrière existante, donc dans le cadre d'une réinsertion professionnelle, ou alors de repartir vraiment de zéro. Donc, on va aborder les défis et les opportunités liées à cette reconversion professionnelle. Alors, dans un premier temps, on va un petit peu préciser les termes, enfin ce que l'on entend finalement par accident de la vie, rupture de parcours. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, dans un parcours professionnel, il y a certains événements qui peuvent finalement amener à une rupture. Donc, par exemple, dans le cadre d'un diagnostic tardif, c'est-à-dire de personnes qui vont avoir un diagnostic de troubles neurodéveloppementaux, par exemple, comme le trouble du spectre autistique, une dyslexie, mais à l'âge adulte. Donc, soit suite à des difficultés dans la vie quotidienne, en emploi, soit lorsque leurs enfants sont eux-mêmes finalement diagnostiqués de ce type de troubles. Mais on va également recevoir des personnes dans le cadre de chocs psychologiques ou de traumatismes, suite par exemple à un burn-out, à un divorce, à un décès. Nous rencontrons aussi des personnes qui ont des troubles acquis à la suite d'un accident de travail, d'un traumatisme crânien, d'un AVC, mais aussi dans le cadre de troubles suite à des pathologies, donc épilepsie, sclérose en plaques, etc. Et donc, tous ces événements-là peuvent amener à effectivement réfléchir à une réinsertion ou à une reconversion. Donc, pour rendre le webinaire un petit peu plus dynamique et plus concret, on va illustrer tout au long chaque partie avec deux situations concrètes et quand même différentes. Alors, je vais par exemple parler de Monsieur B, qui est un monsieur âgé de 40 ans, qui est en poste depuis plusieurs années au sein de la même entreprise. Et en fait, il a été arrêté par son médecin dans le cadre d'un burn-out. Et c'est ce médecin qui l'a orienté vers un service hospitalier qu'on appelle les CRA, Centres de ressources autisme, pour une suspicion de diagnostic. Et donc, il a eu ce diagnostic très tardif de TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, à l'âge de 40 ans. Donc, c'est un monsieur qui a vraiment surcompensé son trouble neurodéveloppemental tout au long de son parcours scolaire et professionnel jusqu'à cet âge-là, et il y a eu ce burn-out. Donc là, on est vraiment dans le cadre pour ce monsieur d'une réinsertion professionnelle donc sur son poste. On le verra plus tard avec des aménagements de poste qui visent, et notre rôle va vraiment être de sécuriser la reprise en emploi pour ce monsieur. Et pour ma part, je vais vous présenter donc le cas de Madame A. Elle a 25 ans, elle vit chez ses parents. Elle était donc aide-soignante et la rupture de parcours a eu lieu à la suite d'un traumatisme crânien frontal sévère il y a 7 ans lors d'un accident de voiture. Donc, elle a été jugée inapte sur son poste de travail et donc se pose la question d'une reconversion professionnelle. Elle souhaiterait finalement être sur un poste dans le domaine de l'administratif. Et donc, la demande, c'est d'évaluer la faisabilité du projet, mais aussi de pouvoir sécuriser son parcours. Donc, pour nous, à la suite d'un accident de la vie ou d'une rupture de parcours, la première étape, ça va être de comprendre et d'évaluer la situation de la personne.
On va alors se demander est-ce qu'il y a eu des évaluations antérieures? Alors, on va porter évidemment une attention particulière au profil cognitif et psychologique de la personne. Donc, investiguer s'il y a déjà eu des bilans neuropsychologiques, s'il y a eu des évaluations psychologiques aussi. Mais il va être important pour nous d'avoir un point de vue intégratif du fonctionnement de la personne. On va donc aussi investiguer s'il y a déjà eu, par exemple, des évaluations sensorielles, s'il y a eu un avis médical ou psychiatrique qui a été émis, ou bien encore si on a des comptes rendus d'évaluation motrice, s'il y a des répercussions motrices, physiologiques. On va donc questionner aussi l'autonomie de la personne. On va questionner sa mobilité. Est-ce qu'elle a le permis? Est-ce qu'elle est véhiculée? Ses diplômes. On va aller chercher aussi du côté de la fatigabilité. Enfin, si elle a une prise en charge actuellement pluridisciplinaire ou si elle en a besoin. Et si oui, auprès de quel professionnel? Ça peut nous permettre aussi parfois d'être en lien avec eux, d'avoir plus d'informations, de coordonner les prises en charge. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc, concernant les répercussions, Donc là, grâce à ce que vient de dire Canel, on essaye de comprendre quelles sont les répercussions. Je reviens sur les cas cliniques pour un petit peu vous illustrer. Par exemple, le cas de Monsieur B qui a eu donc le diagnostic tardif de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Il a bénéficié donc d'investigations médicales au sein du centre hospitalier et du coup, on a pu comprendre et évaluer les répercussions suivantes. Déjà au niveau psychologique et émotionnel, dans le cadre du burn-out, il y a eu des symptômes anxio-dépressifs qui ont été traités avec un traitement. Ensuite, avec le bilan neuropsychologique, on a pu voir qu'au niveau cognitif, il y avait des répercussions au niveau des fonctions exécutives, notamment au niveau de la flexibilité et l'inhibition, qui induisent des difficultés d'adaptation aux situations peu routinières, aux situations nouvelles. Également des répercussions au niveau relationnel, puisque au niveau de la cognition sociale, il y a des difficultés sur la communication, les interactions sociales. Au niveau sensoriel également, puisqu'il y a des particularités sensorielles chez ce monsieur au niveau auditif, avec vraiment une hypersensibilité auditive. Et par contre, au niveau physiologique et au niveau moteur, il n'y a pas de répercussions et donc pas de déficit. concernant Madame A, plusieurs investigations ont été réalisées puisque Madame, elle a été prise en charge en hospitalisation, puis en centre de rééducation. Donc, au niveau cognitif, on a peu d'éléments finalement parce que le CR, enfin non, le compte rendu, pardon, il est très synthétique et il date d'il y a 7 ans. Il avait été mis en évidence des difficultés de concentration, des difficultés exécutives, avec aussi quelques difficultés comportementales. Donc, il y a un côté plutôt sans filtre, cash, ce qui peut poser problème dans ses relations à autrui. Il a également été montré que Madame, elle avait peu conscience de ses difficultés et qu'elle n'avait pas donc de suivi neuropsychologique. Au niveau sensoriel, il a été mis en évidence que Madame avait le champ visuel réduit suite à l'accident et elle a une prise en charge orthoptique. Au niveau physiologique, il a été mis en évidence qu'elle avait donc la glande hypophyse, qui est donc une glande qui régule les hormones de l'ensemble du corps, qui était touchée. Et donc, en conséquence, la régulation hormonale et la sécrétion d'hormones ne se fait pas naturellement et elle doit compenser ce déficit, ce dysfonctionnement par des traitements. Et la conséquence, c'est que ces dérèglements, ils causent chez elle une grande fatigabilité, mais aussi des troubles du sommeil. Donc, concernant plutôt le côté psychologique, émotionnel, son humeur, elle était plutôt bonne, mais un traumatisme était présent en lien avec l'accident. Et ce jour, elle travaille toujours sur le deuil de son état antérieur euh, et en psychothérapie. La conduite automobile, elle est possible, donc ce qui était plutôt un facteur protecteur, et elle est véhiculée. Donc ici, on comprend l'intérêt aussi d'avoir une approche intégrative dans le travail de la réinsertion ou de la reconversion professionnelle, même si nous sommes spécialisés dans les troubles cognitifs.
Donc, cette première étape, les objectifs de cette première étape sont de dégager les points forts de la personne. Donc, les points forts, autrement dit, les points d'appui, les possibilités. Ça conduit parfois aussi les personnes à identifier des pistes professionnelles qu'elles n'auraient pas osé explorer. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont eu des diagnostics tardifs de troubles neurodéveloppementaux, parfois, ils se sont dirigés vers des voies plutôt professionnelles. Ils n'ont pas osé faire des études supérieures en raison des difficultés dont ils n'avaient pas connaissance, hein, puisqu'ils n'avaient pas le diagnostic pendant leur scolarité, donc pas de compensation. Donc parfois, voilà, ils n'avaient pas osé aller vers passer des diplômes et faire des études supérieures. Ou à l'inverse aussi, des personnes qui n'ont pas osé faire des études ou passer des diplômes et qui se sont dirigées vers des voies professionnelles, plus en lien avec des croyances limitantes ou aussi des troubles cognitifs dont ils n'avaient pas conscience. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'identifier et de mettre en avant ces points forts. Également, d'identifier les points faibles, donc les points de vigilance, les fragilités. Là, ça va permettre de prévenir la mise en échec, mais aussi parfois de pouvoir accepter le constat d'échec, l'impossibilité de certaines pistes professionnelles. Et l'objectif est donc vraiment de bien sécuriser l'accès à l'emploi et donc aussi de développer, d'identifier les attraits, les aspirations professionnelles de la personne pour pouvoir évaluer la faisabilité du projet professionnel en lien avec son profil, c'est-à-dire points forts et points faibles. Et donc pouvoir identifier les moyens de compensation par la suite. Donc, l'étape 2, après la première étape de compréhension, ça va être l'étape un petit peu d'action, d'agir, agir que ce soit auprès de la personne et auprès des acteurs de l'emploi. Alors, auprès de la personne, donc il y a plusieurs possibilités. Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au pluriprofessionnel, on a pu regarder s'il y a eu des évaluations, des prises en charge. Donc là, on va peut-être, s'il n'y a pas eu, orienter la personne vers des professionnels adaptés, tels que orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Ou alors nous-mêmes nous mettre en lien avec ces professionnels pour vraiment coordonner la prise en charge et le suivi. Auprès du psychologue, neuropsychologue, on a différents outils, tels que la remédiation cognitive. Donc là, c'est une approche thérapeutique qui a pour objectif de diminuer l'impact sur le quotidien des difficultés cognitives qui ont été identifiées dans le bilan neuropsychologique. Par exemple, les troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, du raisonnement. Donc, on va travailler en remédiation cognitive avec la personne. L'approche métacognitive, là, c'est plus pour réapprendre ou apprendre à se connaître, à identifier ses ressources, à affirmer ses besoins. Et la restructuration cognitive, là, ça consiste à identifier et à modifier les schémas de pensée inadaptés ou négatifs qui contribuent à des troubles émotionnels. Donc là, ça implique de remettre en question les schémas de pensée irrationnels, de les remplacer par des schémas de pensée plus adaptés pour développer des stratégies pour gérer les émotions et développer des comportements adaptés. Donc cette étape d'action auprès du bénéficiaire est vraiment primordiale et essentielle pour développer vraiment l'autodétermination, et que la personne soit vraiment actrice de son projet. Donc c'est vraiment une étape importante pour que la personne aussi apprenne à parler de soi, de ses besoins, de ses forces. Et ça va vraiment lui être utile pour la suite en entretien d'embauche ou face à un employeur, en organisme de formation, pour savoir quels besoins de compensation elle a. Voilà. Donc, c'est vraiment une étape importante. Et du coup, par exemple, pour le cas de Monsieur B, donc on réillustre avec les cas cliniques, Monsieur B, alors on ne va pas faire de nouveaux bilans neuropsychologiques parce qu'il a eu un bilan récent et très exhaustif. Il a eu aussi un accompagnement au niveau des habiletés sociales au centre hospitalier. Mais du coup, avec lui, on est venu vraiment renforcer ce travail en remédiation cognitive, donc consolider ce travail et en travaillant l'affirmation de soi par rapport aux troubles du spectre de l'autisme, et également sur la métacognition, puisqu'il a eu un diagnostic tardif, donc pour qu'il comprenne finalement son fonctionnement actuel. Concernant Madame A, finalement, au niveau de la santé corporelle, physique, on a déjà pas mal d'éléments et elle bénéficie d'une prise en charge, donc on ne va pas aller plus investiguer de ce côté-là. Par contre, au niveau cognitif, on a pu voir que on manquait quand même d'éléments. Le dernier compte-rendu date d'il y a 7 ans. Madame ne bénéficie pas de suivi à l'heure actuelle.
En plus, elle a peu conscience de ses difficultés. Donc, les entretiens cliniques, ils ne sont pas forcément suffisants. En ce sens, pour nous, le premier objectif, ça va être de faire un point sur son profil cognitif à ce jour. Quels sont ses points forts? Quels sont ses points de vigilance? Est-ce qu'elle est autonome au quotidien? Donc, pour répondre à ces questions, on va pouvoir, donc on a programmé un bilan cognitif. On peut aussi ajouter certains questionnaires. Avec l'accord de Madame, on s'est aussi rapproché de sa famille, de ses parents avec qui elle vit, afin d'évaluer l'autonomie, mais aussi l'impact de ces troubles au quotidien, ce qui peut nous permettre par la suite d'avoir des éléments plus concrets quand même et de faire des hypothèses quant aux difficultés possibles en emploi. Donc, à la suite du bilan, une fois qu'on a quand même le profil avec les points forts, les points de vigilance, ça nous permet aussi de pouvoir travailler en remédiation cognitive. Donc là, dans le cadre de cette dame, ça peut être de travailler la métacognition aussi pour qu'elle puisse conscientiser ses difficultés, mais aussi le but est de trouver ensemble des stratégies pour pouvoir compenser au quotidien en emploi. Donc, par exemple, pour pouvoir essayer de communiquer différemment, en étant moins cash, moins sans filtre, en faisant aussi un travail sur l'affirmation de soi, en jeu de rôle, voilà, avec pour but un entraînement et qu'il s'en dégage des stratégies de compensation pour la suite. Et donc après ce travail auprès de la personne, il y a aussi ce travail qui peut être dans un second temps ou en parallèle auprès des acteurs de l'emploi avec qui nous travaillons donc vraiment en collaboration. Donc des acteurs de l'insertion professionnelle tels que France Travail, les missions locales, les organismes de formation, les employeurs. Donc, auprès des acteurs de l'insertion professionnelle, on va peut-être mettre en œuvre différents outils tels que les bilans de compétences, travailler sur des enquêtes métiers, des immersions. Le but, c'est que ce soit le plus écologique et situationnel possible dans le travail de la personne pour vérifier la faisabilité du projet et le sécuriser. On va pouvoir aussi apporter un savoir-faire expert, une évaluation, un accompagnement au projet, une analyse de formation ou de poste avec la psychologue ergonome qui peut intervenir donc sur site pour évaluer le projet de la personne. On peut intervenir sur des actions de formation, de sensibilisation et d'appui technique également. Donc ça, c'est tous les outils qu'on peut mettre en œuvre auprès des acteurs de l'emploi. Donc, dans le cas de Monsieur B, par exemple, donc, nous sommes sur un accompagnement de réinsertion professionnelle, donc pour sécuriser la reprise en poste de monsieur, en mettant en œuvre du coup des aménagements de poste compte tenu des points de vigilance qu'on a identifiés dans la première étape de compréhension. Donc, par exemple, au niveau des particularités sensorielles, notamment au niveau auditif, on a pu préconiser un bureau seul, un environnement un peu plus calme et l'utilisation d'un casque anti-bruit si besoin. Au niveau de la communication, on a pu préconiser une communication en passant plutôt par des supports écrits et avec un registre des explications qui soient claires et concrètes parce que la personne a des difficultés avec le registre qui est implicite, le second degré. Ensuite, au niveau des relationnels, comme c'est une difficulté dans le trouble du spectre de l'autisme, on va préconiser de limiter les échanges sociaux et les réunions quand c'est possible. Et sur les fonctions exécutives, de limiter les imprévus, de limiter les délais de rendu court et en privilégiant vraiment la mise en œuvre d'un planning visuel avec vraiment une temporalité précise. Compte tenu aussi du travail qu'on a fait avec la personne au niveau de la métacognition, elle comprend beaucoup mieux du coup ses difficultés et son trouble et elle a décidé elle-même de venir sensibiliser son collectif de travail et sa hiérarchie avec bien entendu notre appui et notre soutien. Donc elle-même, elle a pu sensibiliser son collectif de travail et ce qui a permis en plus du coup de développer de nouveaux points d'appui tels que le sens de la pédagogie, le sens de l'organisation, la bienveillance et la disponibilité. Et donc finalement, petit à petit, ça a fait émerger un projet de mobilité professionnelle et un souhait de développer, de faire une formation de formateur. Donc là, on est vraiment actuellement sur cet appui-là auprès de cette personne pour sécuriser cette mobilité professionnelle. Donc voilà pour cet exemple. Concernant Madame A,
Donc là, c'est pas tout à fait les mêmes étapes et l'objectif n'est pas le même vu que c'est aussi là, dans le cadre d'une reconversion. On a fait des préconisations concernant plutôt son projet. Donc éviter par exemple un temps plein pour commencer, puisque madame, ça fait un moment qu'elle est éloignée de l'emploi, qu'il y a une situation de handicap qui est significative. Donc retourner progressivement vers l'emploi, éviter les postes avec beaucoup de contacts sociaux, étant donné que ça génère beaucoup de fatigabilité chez cette dame. On a proposé également une immersion pour qu'elle puisse tester plus concrètement son projet, puisque ici, l'objectif, c'est de sécuriser son parcours et de vérifier la faisabilité du projet. On a également fourni des préconisations plus générales en lien avec son profil cognitif, mais qui seront à appliquer finalement en fonction du poste de travail qu'elle va avoir. Par exemple, d'autoriser les moments de pause, d'éviter les environnements bruyants, de séquencer les tâches, de transmettre les informations par écrit, de favoriser la répétition. Euh, et de la même façon, on peut envisager pour la suite, lorsqu'elle sera sur un poste ou lors d'une immersion, de sensibiliser les équipes, d'aller donc sur le lieu de travail pour sensibiliser l'équipe ou la hiérarchie aux troubles cognitifs, pour pouvoir, là, dans ce cadre-là, sécuriser son parcours. Donc, en conclusion, on peut voir que suite à un accident de la vie, il y a plusieurs étapes. Le parcours, il est quand même plutôt long et il peut être sinueux, mais ces étapes, elles sont effectivement essentielles, que ce soit dans le cadre d'une réinsertion ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, globalement, si on synthétise, la première étape, ça va être effectivement de comprendre, d'identifier, d'apprendre ou de réapprendre à se connaître, d'identifier ses besoins aussi en termes d'emploi, de conditions de travail, ses attraits dans les différents domaines. Et la seconde, ça va consister à agir, donc que ce soit avec vous, mais aussi avec les professionnels de l'emploi, les équipes. Donc, comme on l'a dit, ça peut être de faire des investigations s'il manque des investigations, d'évaluer, de faire des préconisations, de trouver des moyens de compensation euh, pour que chaque personne puisse avoir accès à l'emploi avec sa situation de handicap. Donc voilà, on vous remercie de votre attention. On espère avoir été suffisamment clair. En tout cas, s'il y a des questions ou s'il y a des points que vous aimeriez approfondir, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, n'oubliez pas que les webinaires ils sont disponibles en ligne sur YouTube et sur Facebook aussi, et que le prochain se déroulera normalement le 16 avril. Merci beaucoup.